Bonjour à tous, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos, c'est très important. C'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et je vous le disais tout à l'heure, la France a rapatrié donc mardi 47 ressortissants, 15 femmes, 32 enfants des camps de prisonniers à l'est de la Syrie. Donc des femmes françaises ou non qui avaient choisi donc de rejoindre l'État islamique. Et depuis l'année dernière, 31 femmes et 67 enfants ont été rapatriés en France. Donc l'État abandonne le cas par cas pour des retours massifs sous la pression d'instances internationales. Et pour en parler ce matin, nous sommes avec Laurent Lemasson. Bonjour Laurent Lemasson. Bonjour. Donc vous êtes ancien chargé des publications de l'IPJ, donc Institut pour la Justice, et vous êtes docteur en droit, vous êtes maître de conférences. Alors déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se sont passés donc les rapatriements de ces femmes et de ces enfants djihadistes ? Eh bien, la France est sous une intense pression juridique et diplomatique pour récupérer ses ressortissants qui restent encore dans les zones irako-syriennes. Voilà, donc c'était un petit peu prévisible à partir du moment où les gouvernements successifs ne se sont pas donné les moyens nécessaires pour couper ce lien de nationalité entre ces djihadistes, leurs enfants, et la France. Voilà, la France a été condamnée en septembre par la CEDH pour manquement à l'article 3 du protocole numéro 4, qui dispose que nul ne peut être privé du droit de rentrer sur le territoire de l'État dont il est ressortissant. Voilà. Et puis, elle a également été condamnée par le Comité des Nations Unies contre la torture, qui n'est pas un organisme juridictionnel, mais ça ne fait que rajouter à la pression. Et puis, bien évidemment, les pays dans lesquels se trouvent encore ces gens qui avaient rejoint l'État islamique, presse la France de reprendre ses ressortissants, tout simplement. Donc, et quelles sont les sanctions de ces... Donc, ce sont des instances supranationales qui décident qui revient en France ou non sur notre sol. Alors, c'est pas tout à fait ça. C'est un tout petit peu plus compliqué que ça. En fait, ce que la CEDH, ce que dit l'arrêt de la CEDH, c'est que en gros, les demandes de rapatriement qui ont été formulées par les avocats de ces djihadistes et leurs familles, les demandes de rapatriement doivent être examinées par un organisme indépendant et ne doivent plus être traitées simplement par le gouvernement français, donc un organisme quasi juridictionnel. Ce qui veut dire que, en réalité, la CEDH considère qu'il y a une espèce de droit au retour dont on ne peut être privé que pour des motifs graves et impérieux, comme si on vous faisait un procès, en quelque sorte. Et en fait, ça ne tient pas parce que, notamment, le genre de raisons que peuvent avancer les autorités françaises ne tiennent pas devant un tribunal. Et justement, vous dites des motifs... Le régime de la preuve est tel que c'est pas possible. Oui, vous dites des motifs graves et impérieux. Et justement, on se demande, ces femmes de djihadistes, donc est-ce que ce sont seulement des femmes de criminels ou est-ce qu'elles ont eux-mêmes participé à des guerres, à des crimes de guerre ou à des attentats de l'État islamiste ? C'est ça, qui sont ces femmes et à quel point elles étaient impliquées dans l'État islamique ? Alors, je peux pas vous répondre au cas par cas parce que je connais pas les dossiers. Ce qui est sûr, il y a deux choses qui sont sûres. La première, c'est que les femmes étaient rarement ou très rarement des combattantes parce que l'idéologie islamiste les assigne, si je peux dire, à la chambre à coucher, à la cuisine. Leur rôle, c'était de faire des enfants pour l'État islamique. En même temps, elles participaient pleinement aux activités de l'État islamique. Certaines étaient engagées dans la police des mœurs. On sait qu'un certain nombre se sont rendus coupables de crimes absolument atroces. Celles qui reviennent, je n'en sais rien du tout. Et peut-être d'ailleurs les autorités françaises ne le savent pas très bien non plus. Ce qui est certain, c'est que si elles sont parties là-bas, c'était pas pour rien. On doit les considérer comme aussi fanatiques et aussi dangereuses que les hommes. Les femmes sont des djihadistes comme les autres. Et donc, surtout qu'il y a cette utilisation aussi des enfants, c'est-à-dire qu'on explique donc, qu'il y a des enfants français, on explique donc qu'il faut qu'ils soient rapatriés, et les enfants sont un prétexte en réalité pour aussi rapatrier donc, des femmes de djihadistes. On rappelle qu'il y a une des femmes au moins qui n'est pas française, mais dont un de ses enfants est français. Et oui. Voilà, à partir du moment où un des parents était français, l'enfant est français. Oui, bien sûr. Oui, c'est la stratégie qui a été mise en œuvre par
par les familles de ces femmes et de ces enfants restés en France, et par leurs avocats, et avec efficacité, comme on le voit. On commence par invoquer l'intérêt supérieur de l'enfant. Effectivement, les enfants n'y sont pour rien. Et à partir du moment où ils sont français, la France a des obligations envers eux. Et puis ensuite, on dira, oui, mais l'intérêt supérieur de ces enfants, c'est d'avoir leur mère avec eux. Évidemment, leur mère va passer un certain nombre d'années en prison, mais ensuite elle ressortira. Voilà. Oui, et justement, ces prisons, est-ce qu'on peut estimer que c'est un moyen pour elles de se déradicaliser ou alors justement les femmes djihadistes en prison sont accueillies comme des héroïnes et donc c'est compliqué, même en sortant de prison, elles vont continuer à défendre l'islam politique. On n'en sait rien, bien évidemment, on peut pas savoir quelle sera l'évolution des personnes. Ce qui est sûr, c'est qu'elles ont prouvé leur fanatisme et on doit les considérer comme dangereuses. Ce qui va se passer en prison, c'est que de toute façon, elles pourront communiquer avec les autres détenus. Ça, c'est une évidence. On peut pas garder un détenu à l'isolement, sauf pour un temps court et pour des motifs graves et impérieux. Donc, elles vont passer peut-être une dizaine d'années en prison. Elles auront l'occasion, si elles veulent, de faire du prosélytisme, de faire du recrutement. On n'en sait rien. C'est ça la réalité. Et quand elles ressortiront, elles seront surveillées sans doute au mieux pendant quelques mois. Et puis ensuite, elles se perdront dans la nature si elles ne font pas parler d'elles. Et ce qu'il adviendra ensuite, personne ne peut le savoir. Ce qui est certain, c'est qu'on prend un risque. Parce que combien de temps elles peuvent rester en prison ? Parce que on les accuse de quoi ces femmes ? Alors, encore une fois, je peux pas répondre de manière précise parce que ça dépend de chaque dossier. En règle générale, elles sont accusées d'association en vue de commettre une entreprise terroriste, ce qui va chercher, suivant les circonstances, entre 10 et 30 ans. Voilà. Après, il faut voir les dossiers au cas par cas. On peut estimer qu'elles vont passer une dizaine d'années en prison. Donc une dizaine d'années en prison et les enfants de leur côté, eux, où est-ce qu'ils sont les enfants ? Comment on les accueille en France ? Quelles sont les conditions d'accueil en France des enfants ? Là aussi, ça dépend des cas. D'abord, ils sont évidemment confiés à l'aide sociale à l'enfance, éventuellement à la protection judiciaire de la jeunesse. Et puis ensuite, ça dépend. Est-ce qu'ils ont une famille en France qui est susceptible de les accueillir ou pas ? Voilà. En gros, c'est ça, soit la protection, soit l'aide sociale à l'enfance, soit la famille de ces femmes. Parce que donc on était sur une politique de cas par cas, et puis là on a affaire donc depuis un an, Laurent Lemasson, à des retours massifs donc de ces femmes et de ces enfants de djihadistes. Alors pourquoi on a changé de politique, on a changé de ligne là-dessus. Pourquoi on a changé de ligne ? C'est seulement à cause donc de pression internationale ? Oui, en gros c'est ça, c'est-à-dire que la position de la France, ça a été d'abord évidemment durant le conflit d'éliminer un maximum de djihadistes sur le terrain, ce qui a été fait plutôt très bien fait, notamment pour les hommes. Et puis ensuite, quand on s'est aperçu qu'il en restait quelques centaines dans des camps de prisonniers en Irak et en Syrie, le gouvernement français a essayé de faire en sorte qu'ils soient jugés et incarcérés sur place. Mais ça n'est pas toujours possible, d'abord parce que les États ne veulent pas, et puis parce qu'il n'y a pas toujours d'État, notamment dans la zone kurde. Donc il n'y a pas de justice internationalement reconnue. Donc à partir de ce moment-là, eh bien le rapatriement était pratiquement inévitable, puisqu'on ne les avait pas privés de leur nationalité française. Et à partir du moment où ils ont la nationalité française, les autorités françaises ont des obligations juridiques et diplomatiques envers eux. C'est ça qui est véritablement scandaleux. C'est qu'on agisse comme si on avait encore des obligations envers ces gens qui ont renié la France et qui ont pris de fait les armes contre la France. Mais juridiquement, internationalement, c'est le cas. Donc tout simplement, les condamnations sont accumulées, la pression s'est fait plus forte. Le plan B, qui était de les faire juger sur place, s'est avéré impossible. Donc à partir d'un certain moment, on abandonne, quoi. Et justement, au début, on avait fait effectivement au cas par cas. Maintenant, on fait dizaine par dizaine. Et pourquoi elles veulent rentrer, ces femmes djihadistes et ces enfants ? Parce qu'ils sont dans des camps de djihadistes donc en Syrie, mais qui sont gérés en réalité par des djihadistes aussi, donc, enfin qui sont évidemment kurdes, mais qui sont gérés par des djihadistes. Donc pourquoi elles veulent partir ? Même de partir de ces camps, pour elles, c'est difficile parce que c'est aussi trahir la cause de l'État islamique. Alors est-ce qu'on ne peut pas croire à leur bonne volonté de vouloir changer en rentrant en France ?
Non, il y a évidemment aucune raison de les croire sur parole. Elles veulent rentrer tout simplement parce que les conditions de vie là-bas sont sordides et puis parce qu'elles sont dans une grande, comment dirais-je, elles sont dans une grande insécurité. Elles savent pas de quoi demain sera fait, hein, c'est évident. C'est une zone instable et puis dans une prison française, elles seront beaucoup mieux. C'est d'un point de vue matériel, d'un point de vue juridique, c'est une évidence. Peut-être que certaines sont sincères, mais ça rentre pas en ligne de compte. Ce qui rentre en ligne de compte, c'est ce qu'elles ont fait et les raisons pour lesquelles elles sont parties là-bas. Et personne ne peut savoir si elles sont sincères. Et de toute façon, elles peuvent être sincères au moment où elles formulent cette demande et au moment où elles arrivent en France, et puis ensuite retourner à leur position initiale. Là aussi, personne n'en sait rien. Ce qui va devenir d'elles, on ne sait pas. On n'a pas accès à l'âme de nos semblables, donc leurs motivations sont inconnues. Donc pour vous, sont inconnues. Non, sont évidentes, mais en même temps, leur sincérité est inconnue. Et pour vous, c'est quand même un danger donc donc ces 47 ressortissants, 15 femmes, 32 enfants, on le rappelle, et depuis l'année dernière, donc 67 enfants et 31 femmes. Donc il y a un mouvement qui est en train de se mettre en place. Bien sûr, oui. Et il y en aura d'autres. Il y en aura d'autres puisque si on en croit le ministère de la Justice, il y aura à peu près encore 200 ressortissants français détenus dans ces camps qui vont rentrer. Il n'y a pas d'alternative aujourd'hui. Oui, c'est dangereux. C'est dangereux du point de vue des adultes. Ça, c'est sûr. Comme je l'ai dit, les femmes sont des djihadistes comme les autres. Les enfants, on ne sait pas. Les enfants, par définition, ils sont pas les clones de leurs parents. On ne sait pas ce qu'ils vont devenir. Ils sont pas responsables des crimes de leurs parents. Mais c'est évident qu'on prend un risque. Évident qu'on prend un risque et il n'y a pas de bonne raison de faire prendre ce risque à la population française, si ce n'est qu'effectivement, on n'a pas su mettre le droit en accord avec le fait et constater que ces gens-là n'étaient plus français. Et ça peut être une filière même donc pour des djihadistes, c'est-à-dire de s'imbriquer comme ça, d'avoir des enfants français et de dire nous voulons rentrer, donc nous utilisons les enfants pour pouvoir rentrer. Je ne sais pas s'il y a des hommes qui sont encore détenus dans les camps. Ça peut être une possibilité, bien sûr. Hein. Le raisonnement juridique et diplomatique est le même. Ce qui est sûr, c'est que ces femmes qui rentrent doivent être considérées comme dangereuses. Elles seront traitées comme telles, bien sûr. Elles sont immédiatement judiciarisées, comme on dit. Elles sont placées immédiatement en garde à vue. Elles sont ensuite placées en détention provisoire. Elles sont présentées à un juge d'instruction. Si on les fait rentrer, c'est parce qu'on a établi un dossier sur elles. C'est aussi pour ça qu'on fait rentrer par petits morceaux, hein. Pas engorger l'appareil judiciaire pour avoir le temps de monter des dossiers. Mais comme je vous l'ai dit, ce qui va se passer en prison, voilà, on sait que l'islam radical se diffuse en prison, le recrutement se fait aussi en prison. Et une fois qu'elles seront sorties, si j'ose dire, des citoyennes comme les autres, en tout cas pratiquement, parce que à part pendant quelques mois éventuellement, on va les surveiller, mais ensuite, si on n'a rien à leur reprocher, évidemment, ça va cesser. Mais alors, est-ce qu'il faut proposer une déchéance de nationalité pour ces personnes, pour ces femmes et ces enfants qui après seront apatrides, donc parce qu'ils ont participé donc à des crimes de guerre contre la France? Ça aurait dû être fait. Ça aurait dû être fait. Ça a été un moment envisagé vers 2015. Il y a eu une fenêtre d'opportunité politique et juridique, mais qui s'est refermée. Aujourd'hui, c'est trop tard. Il existe dans le droit français des possibilités de déchéance et de retrait de nationalité. Déchéance, c'est pour ceux qui ont acquis la nationalité. Retrait, c'est pour ceux qui sont nés français. Mais les personnes qui sont détenues dans ces camps, dans la zone irako-syrienne, ne rentrent pas dans les catégories. Donc ça peut pas s'appliquer. Il aurait fallu modifier le code civil et il aurait fallu vraisemblablement modifier la Constitution pour passer outre les réticences du Conseil constitutionnel. Il est évident qu'aujourd'hui on ne le fera pas. Parce que là on utilise aussi le pathos parce que ce sont des femmes et des enfants, mais pour un djihadiste qui lui a véritablement commis des crimes de guerre, est-ce que c'est possible pour lui de revenir ou est-ce que lui aussi peut être déchu de sa nationalité? Non, enfin, les conditions sont les mêmes. Alors, il y a eu un certain nombre de déchéances de nationalité depuis 1996. Je crois qu'il y en a une vingtaine. C'est vraiment pas beaucoup. Mais les conditions à remplir sont très restrictives, en fait. Donc, 99% passent au travail des mailles du filet. Voilà, aujourd'hui, on est dans le cas où on peut pas éviter de les rapatrier. Ceux qui restent sont des gens, soit qu'on n'a pas pu tuer sur place, soit qu'on n'a pas pu faire juger sur place, et ceux-là, ils vont revenir.
Ils vont revenir et donc vous, Laurent Lemasson, qu'est-ce que vous préconisez ? C'est-à-dire que donc on ne fait rien, on les laisse, on les interdit de territoire. Qu'est-ce qu'on fait pour ces gens finalement ? C'est trop tard. C'est trop tard. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien d'autre à faire que ce qu'on fait, c'est-à-dire monter un dossier judiciaire contre eux en France, les juger en France, les incarcérer en France, et puis les libérer en France un jour ou l'autre. Malheureusement, c'est trop tard. Le nœud du problème, c'est qu'ils ont la nationalité française. C'est là-dessus qu'il aurait fallu agir. Mais là, on ne s'est pas donné les moyens, et maintenant, ce ne sera pas fait. Parce qu'il y a un vrai blocage idéologique sur la déchéance de nationalité. Oui, bien sûr. Oui. Mais bien évidemment, il y a un vrai blocage politique, idéologique. Il y a un vrai blocage juridique aussi. Ça supposerait très vraisemblablement de surmonter des obstacles importants. Le Conseil constitutionnel, donc, réviser la Constitution. Très vraisemblablement, les instances internationales comme la CEDH, même s'il n'y a pas forcément encore de jurisprudence, mais la jurisprudence est arbitraire de toute façon. Vu l'orientation de ces institutions, on peut penser qu'elles s'y opposeraient. Donc ça supposerait de revoir notre lien avec la Convention européenne de Strasbourg, Convention européenne des droits de l'homme, la Cour de Strasbourg. Ça supposerait de réviser la Constitution. Il est évident que pour un gouvernement, c'est lourd à porter. C'est beaucoup. Mais bon, il aurait fallu le faire. Ça aurait éventuellement été possible il y a quelques années. Aujourd'hui, il n'y a pas le capital politique pour ça. C'est une évidence. Bon, c'est trop tard. Eh bien, écoutez, merci beaucoup, Laurent Lemasson. On rappelle que vous êtes Je vous en prie. ancien chargé de publication de l'IPJ, l'Institut pour la justice, docteur en droit et maître de conférences. Merci beaucoup. Vous appréciez cette émission ? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres, en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.